terreau, l'État est la seule entité, en fait, dans un pays organisé, ou pas, à avoir la force légitime. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, quand il y a des manifestations au Togo, l'État aussi sort des militaires pour tuer des manifestants. Donc, l'État a le droit de tuer les manifestants. Tu compares maintenant les manifestants au terreau. Tu sais qu'au Togo, si les manifestants ont aussi des armes, ils vont faire la même chose. Moi, je ne veux pas qu'on... c'est pour ça que M. Ferdinand est en train de dire qu'au lieu de tout, en fait, pour unifier les Touaregs et les Peuls et tout ça, ils peuvent s'asseoir et parler, voir comment gérer les choses. Parce que cette histoire ne va jamais finir. Oui, mais la question que je posais à Ferdinand, ce n'était même pas une question. Je soulevais un point. Le fait que les terreaux, ce n'est pas des gens qui veulent un État fédéral comme aux États-Unis, au Nigeria, etc. C'est des gens qui veulent avoir leur propre pays au sein d'un pays. Et ce pays-là leur a été promis en 2011 par la France, dont le Mali n'appartient pas. Donc, pas la France, comment? Je ne comprends pas. J'ai jamais vu ça. Demande à... Pardon? Qui pose la question? J'ai jamais vu la France qui a fait une communiqué pour dire que voilà, je promets de... Il y a même des... Je peux chercher une vidéo, ça me prendra peut-être 10 minutes, mais il y a des gens pratiquement légitimes qui ont affirmé que pour permettre à la guerre en Libye de ne pas se heurter aux Touaregs qui étaient pratiquement des alliés de la Libye, la France leur a promis qu'après la guerre, s'ils ne s'engagent pas avec les forces libyennes, après la guerre, ils vont leur donner l'Azawad comme leur propre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Monsieur Opportunity. Oui, j'écoute. Les Touaregs, ils sont maliens ou pas? Bien sûr, ils sont maliens. Les Peuls, qui sont au centre du Mali, ils sont maliens ou pas? Ils sont maliens. Alors, si à un moment donné de leur histoire et de leur communauté de destin avec ceux qui sont au sud, ils se sentent exclus de la gestion des affaires du pays et que quelqu'un vient les manipuler, prend des armes, qu'est-ce que l'État central fait? Il dialogue. Ou bien oui. Il dialogue ou pas? On peut dire oui. Parce que dans un dialogue, il y a des gens qui font monter les enchères. C'est à l'État, c'est au pouvoir central de dire, mais on ne peut pas vous accorder l'indépendance pour telle raison, mais on peut rester dans un fédéralisme où vous avez suffisamment de pouvoir pour gérer de façon autonome vos régions. Est-ce que c'est pas possible? Parce que si on ne trouve pas une solution, le problème ne va pas s'arrêter. Puisque nous reconnaissons que ces Touaregs-là, ils sont des Maliens à la base. Les Peuls aussi qui sont au centre du Mali, ils sont des Maliens. Donc, tant qu'ils seront exclus, ou bien tant que le pouvoir au niveau de Bamako sera un pouvoir centralisé, hyper présidentiel, le problème va demeurer. Puisque c'est un pays qui est très vaste. Ça, nous parlons de la réalité au Mali, mais on ne parle pas des facteurs exogènes, on parle des problèmes endogènes, puisque c'est un État qui est vaste, qui est plus grand que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, tout ça réuni. C'est un pays très grand. Comment on administre un pays très grand? Vous savez comment la Rome antique, je vous parle en tant que quelqu'un qui a étudié l'histoire, vous savez comment la Rome antique s'est démantelée? La Rome antique a tellement fait de conquêtes qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à administrer ces territoires à distance. Parce qu'il y avait Carthage, ils étaient un peu partout, même en Tunisie. Donc, à un moment donné, elle a commencé par perdre les territoires comme ça. Et l'Empire romain s'est effondré. Donc, le Mali étant un territoire assez vaste, il revient à tous ces Maliens dont nous reconnaissons aujourd'hui, qui sont tous des Maliens, de poser le problème sur la table. Il y a eu certainement les accords d'Alger qui n'ont pas été sérieusement respectés. Assimi Goïta et son ministre des Affaires étrangères, ils ont renoncé à cet accord-là. Mais il faut trouver fondamentalement une solution pour sortir de ces frustrations, pour éviter que les communautés Touareg et Peuls soient manipulées de l'extérieur contre l'État central. À un moment donné, il faut aller à un dialogue. Sinon, le problème ne va pas être réglé. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis absolument d'accord à cet aspect-là. La manière dont vous abordez le problème, c'est que vous ne voulez même pas qu'il y ait un dialogue parce qu'a priori, vous pensez qu'ils veulent l'indépendance. Non, mais je pense que là, on ne se comprend pas. Mais au Sénégal, la Casamance,
Le MDFC, je pense que c'est ça, en Casamance, voulait aussi depuis longtemps l'indépendance. Mais il arrive qu'il dialogue avec le pouvoir central sénégalais. Parce que la Casamance, à la base, elle était une enclave portugaise qui était encastrée au niveau de cette colonie sénégalaise. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle Casamance, c'est un nom portugais. Vous voyez. Et donc, il y a des réalités comme ça en Afrique où il faut s'asseoir et discuter et trouver une solution. Sinon, les gens qui manipulent de l'extérieur, ils trouveront toujours une faille pour faire rentrer des armes, pour manipuler des gens, pour prendre, je sais pas quoi, pour prendre, je sais pas comment dire, les armes contre l'État central. On a vu ça aussi avec le problème Ibo au Nigeria. Donc, à un moment donné, il faut régler le problème. Je suis absolument d'accord sur le fait. Le truc est que peut-être qu'on dit la même chose, mais on parle en allant en cercle. Quand tu parles de dialogue, c'est la meilleure chose dans une situation normale. On n'est plus dans une situation normale. C'est des gens qui sont payés, équipés, manipulés, soutenus diplomatiquement, armés, déjà par des gens de l'étranger qui ont besoin des ressources énormes qui sont dans les territoires qu'eux ils veulent avoir comme leur propre pays. Un État sérieux ne peut pas accepter ça. L'étape de dialogue est déjà dépassée. Donc la guerre, c'est ça? Bon, mais si l'état de dialogue est dépassé, et quelle issue vous voyez dans cette guerre-là? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui le moral des troupes maliennes? Vous savez combien de soldats maliens sont morts au front et combien de familles sont endeuillées? Vous savez combien aujourd'hui les gens dans ces pays-là ne sont plus trop intéressés à rentrer dans l'armée parce qu'il y a beaucoup de morts, des familles endeuillées, des orphelins qui sont abandonnés. Vous connaissez l'état de moralité des armées aujourd'hui? Et puisque ce que vous ne dites pas, c'est que les gens qui sont les territoriaux là, eux, ils se battent non seulement pour le territoire, mais ils se battent pour une idéologie, hein. Ils s'en foutent de mourir. Mais les militaires qui se battent, ils se battent pour leur pays. Mais plus il y aura de morts dans les armées régulières, plus l'armée régulière prendra un coup moral. Et parce qu'il y a des veuves, il y a des orphelins. C'est ça la réalité. Quand il y a eu les attaques au nord du Togo, et quand l'armée togolaise a compris que l'armée, ce n'est plus taper les civils, les gens commencent pas à déserter l'armée, parce que les gens voient la mort. C'est ça la réalité aussi de nos militaires. Les terreaux, ils ont le temps, parce qu'eux, ils combattent pour une idéologie. Ils sont prêts à mourir. Ils meurent pour une idéologie. C'est pour ça qu'ils conduisent des véhicules kamikazes. Or, les militaires, ils se battent pour sauver leur pays et vivre. C'est ça la différence. Donc, dans cette guerre-là, c'est une guerre d'usure. Et dans cette guerre d'usure-là, ce n'est pas évident que les armées régulières vont reprendre le dessus. Hein. Ok, donc, moi je dis seulement. Laisse-moi seulement finir une phrase et puis bon, je vais me muter parce qu'il y a Zaga, il y a d'autres personnes qui sont montées qui voudraient aussi parler. Ferdinand, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Donc, personne ici n'aime la guerre. Voilà, personnellement, moi je n'aime pas la guerre. Dialogue et autres, là, tout ce qu'on peut faire, utilisant notre intellect, la pensée que Dieu nous a donnée, est mieux que les trucs barbares comme la guerre, s'entretuer et autres là. Mais moi, je vois quand même dans une situation où il y a des gens qui sont prêts à s'attaquer aux civils, aux militaires, aux camps militaires, et la seule chose qu'eux peuvent avoir, c'est leur propre pays, ou bien tout brûler. Des animaux comme ça sont à éliminer. C'est tout ce que je voulais dire. Mais pour le moment, c'est eux qui éliminent les autres. Hein? Parce que si on... Non, mais c'est ça ce que les médias font. Ils font la sélection. Ils font la sélection. Ils font la sélection. C'est la sélection. Attendez, monsieur. Al Jazeera Monsieur vous avez ici un journaliste qui parle. C'est pas une question de médias, c'est une question de faits. C'est une question de faits. Après, le commentaire est libre. Les faits sont les faits. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons là, l'armée malienne n'a pas déserté Kidal? Vrai ou faux? Je dis encore. Non, je vous pose une question. Vrai ou faux? Est-ce qu'ils n'ont pas abandonné? Moi aussi, j'ai des sources. Non, ce n'est pas une source aussi. Vous avez. Non, moi, j'ai des sources maliennes aussi qui me. C'est pas une question de source. Nous sommes 377 ici. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons là, l'armée malienne est à Kidal?
Non, moi, je continue à dire que c'est pas moi, question de source. Est-ce qu'ils sont à Kidal? Alors, moi, j'ai mes sources maliennes. Non, mon frère, est-ce qu'ils sont à Kidal? Est-ce qu'ils sont maliennes? Grand frère, je me mute maintenant. Grand frère, Midassi Pognon, on va dire quelque chose. Laissez les histoires de médias. En fait, il y a des choses qui sont vraiment terre à terre et vous envoyez ça loin dans les dictionnaires, dans les gros français, dans les trucs. Écoutez-moi. Si demain les terreaux du Mali prennent le pouvoir, automatiquement ils deviennent l'État. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. C'est quand tu es de l'autre côté que tu te bats pour aller au pouvoir, tu es terreau. Mais dès que tu arrives au pouvoir, tu deviens l'État même. Mais on a vu ça en Syrie. Ok. 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 Si pas Poutine, pendant que Bachar al-Assad, l'ex-président, était en Russie. Vous comprenez? C'est pour vous dire que tout ce que vous voyez au Mali ne profite à aucun Malien. C'est des conneries. Ça ne profite à personne au Mali. Personne, que ce soit l'État, que ce soit les terreaux, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Et c'est ça qui me fait mal, moi, en fait. Dans tout ça que vous êtes en train de dire, que ce soit l'État, les terreaux, c'est eux, en fait, c'est le peuple au milieu qui paye les pots cassés. Pour des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est une vérité. Donc, pourquoi on se prend la tête pour ça, en fait? Moi, je prie à ce que la paix revienne au Mali et que les Maliens profitent vraiment de leur pays dans les bombes, le Mali c'est trop. Les Maliens sont dans la souffrance depuis combien d'années? Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Sinon, tout ça, c'est le peuple malien qui paye les pots cassés. Donc, arrêtez d'envoyer les histoires dans les dictionnaires, dans les gros français, dans les trucs historiques. C'est terre à terre, les histoires en Afrique. C'est terre à terre. Même un enfant de CP1, tu lui expliques, il comprend. Merci. Monsieur Opportunity, vous dites qu'il faut les éliminer. Vous savez que l'État malien discute avec eux ou pas? Ils en ont enrôlé certains même. Est-ce que vous savez que l'État malien, malien discute avec eux ou pas? Oui, bien sûr, il y a eu des... Comme au Niger, il y a eu des tentatives d'intégrer les gens. Non seulement ils discutent avec eux, ils en ont même libéré certains. Ou bien? Ça veut dire qu'il y a des passerelles de discussion. Oui, moi, je ne sais pas si je ne trouve pas les bons mots pour dire ce que je suis en train de dire, mais je ne suis pas contre les dialogues et autres là. Mais voir des gens qui viennent attaquer la capitale et utiliser des méthodes de terror pour bombarder et autres là, ces gens-là, c'est des animaux, ils sont éliminés. C'est tout ce que je dis. Ok, merci beaucoup. Bon, moi aussi, je vais m'en arrêter là. Bon courage à tout le monde. Tout notre souhait, c'est que la paix revienne là-bas et que les gens comprennent que c'est un problème très complexe. Ce n'est pas seulement sous un seul angle, sous un seul prisme qu'il faut l'analyser. Si vous l'analysez sous un seul prisme, vous n'allez pas bien aborder le problème. Donc voilà quoi. Mais bon, espérons que ils vont comprendre que la forme même de l'État malien aussi est un problème qu'il faut régler. Ce sont des communautés, ils sont sur le même territoire. Il faut essayer de comprendre ça et avancer. Et comme Romalisson aussi a eu à le dire, à un moment donné, même si on sait qu'ils sont en guerre, c'est compliqué pour eux, mais à un moment donné, il faut essayer d'aller vers des approches qui permettent que les armes se taisent et que les populations retrouvent un minimum de sérénité. Et vous savez pourquoi on dit tout ça? Parce que nous qui sommes les pays de la côte, on a la pression. Nous qui sommes les pays de la côte aujourd'hui, on n'a pas seulement la pression djihadiste. Vous arrivez aujourd'hui à Lomé, vous avez de plus en plus des communautés de nos frères du Sahel qui s'installent chez nous et qui vont provoquer aussi demain l'équilibre de nos pays. Et il y en a de plus en plus qui sont là. Ils viennent par vagues. Ils s'installent parce qu'ils fuient la guerre chez eux. Ils s'installent chez nous. Et demain, leur présence massive chez nous vont créer aussi des problèmes en interne chez nous. Donc, exactement des intérêts à ce que la guerre finisse chez eux pour que ces gens retournent dans leur pays. Vous arrivez aujourd'hui à Lomé, dans les quartiers périphériques, il y a beaucoup de Sahéliens qui viennent en masse et qui s'installent. Et qui sont en train de... Et demain, ces gens-là vont créer un déséquilibre entre les communautés. Ça aussi,
aussi, c'est une réalité que vous n'abordez pas. Monsieur Ditry, m'a bien mes questions. Je vais poser une question. En fait, je vois il y a des gens dans les commentaires qui disent Aga, tu ne comprends absolument rien de ce qui se passe au Mali. Je n'ai pas. Attendez, je n'ai même pas besoin de comprendre. Vous avez compris, allez résoudre les problèmes. Maintenant, j'ai une question, hein, Monsieur Ditry. Tu vois, c'est quoi la différence entre Monsieur Opportunity qui dit il faut éliminer tous ces gens parce que ce sont des animaux, et aussi les terreaux qui disent qu'il faut éliminer tous les gars de l'État. C'est quoi la différence? C'est que quelqu'un qui dit qu'on doit éliminer les terreaux parce que ce sont des animaux. Les terreaux aussi disent qu'il faut éliminer tous les militaires de l'État. C'est quoi la différence entre eux? Non, mais la violence, c'est la violence. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de différence. Tu vois? Et c'est pour cela que... C'est pour cela que je ne comprends pas. Voilà, et c'est pour cela qu'on dit depuis tout à l'heure que la violence a assez duré, en fait, qu'il faut trouver une voie alternative. Les personnes qui sont là, les personnes qui sont dans la Zawad aujourd'hui, on a tous reconnu ici que c'est des Maliens. D'accord? Non, mais monsieur Ditry, vous comprenez comment c'est grave d'entendre monsieur Opportunity qui dit c'est des gens qu'il faut éliminer, c'est des animaux. Mais c'est grave. Bien sûr. On ne peut pas éliminer des êtres humains comme ça, comme disent des animaux. C'est faux. C'est l'idéologie. Ça veut dire que si monsieur Opportunity a ça dans sa tête, effectivement, si on met les terreaux devant lui, il va les éliminer tous. Zaga, tu vas dire aux Israéliens d'aller négocier avec le Hamas ou bien les Américains avec Al-Qaïda et autres. Mais non, moi je ne vois pas la différence entre tout ça là. Je ne vois aucune différence entre ce que tu dis et les terreaux. Opportunity. Ta ligne de défense est un peu trop radicale et pas soutenable. Parce que il faut descendre aussi sur le terrain, il faut se mettre aussi à la place des Maliens, du peuple malien. Et nous qu'on le subira depuis quelques années, depuis plusieurs années, c'est trop. Et à un moment donné, étant donné que l'État discute déjà avec ces gens-là, l'État essaie déjà d'intégrer ces gens-là. Et l'État déjà essaie de trouver des terrains d'entente. Il y a plein de terrains sur lesquels on ne va pas discuter ici, sur lesquels les deux côtés s'entendent, notamment sur la maîtrise des zones avec les zones minières, etc. Et Ditry, ils s'entendent quand il faut faire rentrer le carburant à Bamako pour faire le blocus. Ils se parlent. C'est-à-dire qu'il y a déjà des terrains d'entente. Donc, on ne peut plus nous jouer la musique de la extrémiste, terroriste. Non, c'est fini. Parce que dans tout ça, là, c'est le peuple qui paie le pot cassé. Les a dit son village, ça ne me fait pas plaisir de voir qu'un village a été attaqué et puis on a 20 morts, 30 morts, 150 morts. Mais donc, est-ce que vous vous imaginez? On rentre dans un village, on tue toute une famille. On décime des histoires entières, des villages entiers. Et quand on y pense, on se rend compte, mais quelque part, ce sont des intérêts financiers qui sont derrière tout ça. Les gars, on ne peut plus. Nous, en tant que Togolais, et comme Ferdinand l'a dit tout à l'heure, on a déjà des répercussions chez nous. Et on ne peut plus réfléchir de façon pas raccourcie, de façon, simpliste, comme certaines personnes le font. Il faut maintenant qu'on prenne ce sujet-là sous tous ses angles. Laissez bien. Il faut qu'on prenne ce sujet sous tous ses angles. Mais il faut tuer ce genre. D'accord, les gens qui sont en moto, qui sont des timbrés, qui sont en train d'évoluer et tout ça là pour aller faire, il faut les arrêter, il faut les dégommer. Ça, c'est vrai. Maintenant, de manière globale, ces gens-là discutent déjà avec l'État. Ils ont déjà des terrains d'entente sur les exploitations minières, sur le carburant, sur l'acheminement des carburants, sur plein de choses. Donc, il faut maintenant qu'on essaie de régler, de prendre la version de tout le monde et de travailler avec les arguments de tout le monde. Si on reste dans cette position figée là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a liquidé un ministre de la Défense. Vous vous attendez à quoi demain? Normalement, dans certains pays, c'est une déclaration de guerre. Que ce soit une guerre endogène ou exogène, c'est une déclaration de guerre.
Si on ne maîtrise pas rapidement ce sujet-là, ça veut dire qu'au sein de l'armée, il va y avoir des factions qui vont se créer et ils vont tous rentrer tout de suite, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 mois, ils vont se rentrer en conflit et on va voir des choses encore beaucoup plus graves que ça. Laissez-moi à monsieur Opportunity. Donc, à Nyakwabi, position radicale comme il est adopté, à un moment donné, il faut prendre en compte tous les paramètres et mettre un peu de l'eau dans nos vins, dans notre vin. Parce que cette histoire-là... D'accord, je vais descendre, Dietry. Je dis seulement ce mot et puis je descends. Pour moi, la première ou la meilleure chose, c'est le dialogue. Mais dialoguer avec des gens qui, la seule chose qu'ils veulent accepter, c'est d'avoir leur propre pays. Ce n'est pas une prérogative que l'État peut accepter facilement. Parce que personne ici ne va dire à Israël d'aller négocier avec le Hezbollah ou bien aux Américains, aux Français d'aller négocier avec les terroristes. C'est seulement aux Africains qu'on dit ça. Et les mêmes personnes qui demandent d'aller dialoguer, c'est eux qui sont derrière les terreaux. Donc, pour moi, la rationalité doit jouer dans ce genre de choses. Dialogue quand c'est possible. Quand c'est pas possible, éliminer ces animaux. Merci et bonne journée. Bon, mais... Monsieur Opportunity, il serait intéressant si la situation évolue au Mali dans un sens ou dans un autre pour que vous reveniez pour qu'on débatte. Parce que... Je reviendrai. Je suis dans tes lives, souvent, je reviendrai. Oui, parce que tel qu'on vous le dit, dans la posture dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans ce pays-là, on ne voit vraiment pas d'horizon. On ne peut pas aujourd'hui dire clairement c'est celui-ci qui va prendre le dessus. Et ils vont continuer par s'entretuer. Et comme Zaga l'a dit, pour le malheur du peuple malien. Tu me tapes, je te tape dessus, tu me tapes dessus, je te tape dessus, et il y aura des dégâts partout. Et ça va durer. Et plus la guerre va durer, plus le Mali, qui est un État, va prendre toutes ses ressources pour acheter tout le temps les armes. Et donc va sacrifier les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, les écoles, les routes, et tout ça. Il va sacrifier ça pour acheter des armes. Et quand ils vont continuer par acheter des armes, ils vont enrichir les vendeurs d'armes, les Occidentaux, les Russes, les Chinois, et tout ça. Et plus la guerre va durer, plus les vendeurs d'armes vont se faire de l'argent, au détriment de l'État malien. Donc, à un moment donné, il faut avancer, il faut essayer de trouver. On ne dit pas qu'il faut faire la part belle à ces gens-là, c'est des fous. Mais les gens qui sont au nord, qui se réclament de la Zawad, c'est vrai que parfois ils s'allient au terreau, mais on connaît eux leurs revendications aussi. Donc vous voyez, il faut mettre tout ça dans la balance pour essayer de voir comment il faut avancer. Sinon après ça va être compliqué. Hein? Ça va être compliqué, malheureusement. J'ai juste une question pour Ferdinand. Oui. Ramenons le niveau de ce débat à notre pays, le Togo par exemple. Je prends un exemple. Ça veut dire que, puisque j'entends les gens dire que il faut leur céder cette partie-là. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça ici. Personne ne l'a dit. Il faut leur céder une partie. Voilà. On dit il faut aller dans un fédéralisme. Exactement. Voilà. Sauf que ces gens-là ont bien précisé que ce n'est pas un fédéralisme qu'ils veulent, mais ils veulent. C'est autour de la table de discussion qu'on décidera. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas parler à leur place. Ils disent que nous voulons l'indépendance, mais une fois qu'on est dans une discussion, ils peuvent céder sur la question de l'indépendance. D'accord. Ok. Deuxième chose, c'est au niveau de notre combat nous-mêmes avec notre pays. On voit à chaque fois que les gens sortent, on massacre les gens et tout ça là. Est-ce à dire que parce qu'on massacre la population et tout ça, on doit laisser tomber le combat? Pourquoi on doit laisser tomber le combat? Ah, voilà ce qui vient d'être dit tout à l'heure quand on parlait des deux protagonistes. Monsieur Falatina, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas la même chose, monsieur. Pourquoi laissez-moi finir ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que tout à l'heure, quand dans la discussion, il est arrivé un moment où on disait que il fallait que l'État abdique et accepte
les revendications de ces derniers. Personne n'a dit ça. Ne s'investissez pas ce que les gens disent. Personne n'a dit ça ici. Vous comprenez les choses de travers. Vous avez la barre. Non, vous comprenez les choses de travers. Personne n'a dit que l'État doit abdiquer et céder aux revendications de ces gens-là. Personne n'a dit ça ici. Citez-moi une seule personne qui a dit ça ici. Bon. Citez une personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont enregistré? On aura la barre après. Non, citez une seule personne qui a dit ça. Que l'État doit céder à leurs revendications. Citez une personne. Une personne qui a dit que l'État doit céder à la discussion? Non, à leurs revendications. À leurs revendications. L'État doit céder à leurs revendications, mais c'est Jeune Junior qui l'a dit. Hein. Non. Dis. Je précise, si vous voulez. Non, j'ai écouté. Faites revenir la barre, si vous voulez. Monsieur, oui, j'ai dit, encore une fois, le monsieur qui venait de descendre a fait une belle analyse, mais la seule chose que moi, je ne peux pas accepter, c'est que on ne peut pas satisfaire le besoin de tout le monde dans un État. Quand je dis le besoin de tout le monde, spécifiquement, on ne peut pas encourager la scission du Mali. Et le grand frère Ferdinand de recorriger en disant non, Junior, il ne s'agit pas d'une scission, mais il s'agit de négocier, pas d'accepter, de négocier avec eux pour peut-être aller sur une autre forme de gouvernance, le fédéralisme et autres, comme il a mentionné peut-être le cas du Nigeria et autres en parlant en globalité. Donc personne, en aucun moment dans ce live n'a jamais dit qu'il faudrait abdiquer, il faut donner juste directement les indépendants, si c'est ça même leur besoin, parce que jusqu'à preuve de contraire, moi je ne maîtrise pas leurs besoins. Voilà. Donc, justement leur besoin, c'est la scission. Donc tu es d'accord que personne n'a dit déjà quand tu dis qu'il faut à l'État leurs revendications. Quand j'ai dit ça, Hein? Moi j'ai dit, je répète ma phrase. S'il te plaît, il n'a pas. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir, c'est possible? D'accord. C'était pour revenir à ça, pour savoir est-ce qu'on doit arrêter notre combat ou bien on doit arrêter notre combat. On doit arrêter notre combat par rapport à quoi? Dites-moi. Parce que c'est dommage que vous comparez l'état du Togo, l'état actuel du Togo au problème malien. Mais maintenant, vous dites on arrête le combat. Quand je parle du combat, je parle de notre revendication à nous. Que le Togo, quelle revendication, dites-moi? Que le gouvernement qu'on a actuellement, ça n'a qu'il est le pays dans un bon état pour qu'on le gère. Donc quel est le parallélisme ou quelle est l'analogie avec l'état du Mali, le débat qu'on est en train de massacre. Eh oui, c'est la même chose. Quand nous on sort, c'est fou votre analogie quand même. Donc les Togolais sortent, on les massacre. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Ok, les Togolais sortent, on les massacre. Ok, maintenant, les Maliens sont sortis, on les a massacrés, c'est ça? Non, le terreau. C'est ce qu'on vient de dire que quand les terreaux sortent, les Maliens les massacrent. L'État malien les massacre. Maintenant, nous, quand nous on sort pour revendiquer aussi, on nous massacre. Est-ce que, au nom de cela, on doit arrêter de revendiquer? Bon, je pense que votre analogie, ce que vous êtes en train de dire n'est pas clair. Parce que, en termes de Mali, aujourd'hui, nous pouvons même parler d'un conflit armé, ou nous pouvons parler aujourd'hui d'un état de guerre. En fait, si vous voulez. Un conflit armé, laissez-moi aller au bout une petite minute et vous reprenez la parole. Laissez, parce que je pense que tout donnez-moi 2 minutes. Parce que des fois, à force de respecter les droits d'aînés, nous, si on n'arrive pas à soumettre nos... Il y a des achats d'équipements lourds, en tout cas dans les deux sens. Qu'on le veuille ou non, les rebelles sont armés et le pouvoir est armé. J'ai entendu quelqu'un me dire aujourd'hui la force légitime appartient au pouvoir ou quelque chose tout à l'heure là, ça a été dit. Je ne refuse pas. Là, nous sommes en présence d'un conflit armé, des gens qui continuent pas à s'armer des deux côtés et
tout de suite, Zaga et le grand frère Ferdinand sont en train de nous dire, nous devons quand même bouger les lignes côté malien pour que ces armes cessent et que les deux parties, en tout cas, ne continuent pas à s'armer et s'entretuer entre eux. Donc, quand les rebelles ou les terreaux, comme vous voulez, ils sortent aujourd'hui, l'État malien aussi a les réponses adéquates, il peut massacrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un sens, au Togo en tout cas, nous sommes dans une situation où c'est les civils les mains nues. Déjà, vous voyez les civils, les mains nues qui sortent. Vous voyez pas déjà les forces en présence de l'autre côté? Et maintenant, pourquoi vous voulez comparer deux choses incomparables alors que nous sommes dans un conflit armé et que les gens crient pacifiquement qu'ils ont besoin de l'eau, déjà même de l'électricité? Non, vous êtes en train de comparer deux choses incomparables. Et moi, c'est là où je vais vous poser peut-être deux questions. Excusez-moi, vous n'avez pas besoin de répondre à ça. C'est une question. Vous êtes Togolais, s'il vous plaît? Et ça, c'est une question ouverte. Vous voulez, vous le répondez, vous voulez pas, vous ne répondez pas. Parce que moi, ou soit vous êtes Togolais, mais vous... Pardon? Joker, ok, j'ai compris. Mais soit vous êtes Togolais, vous êtes libre de défendre ce que vous voulez, mais en voulant défendre forcément l'administration centrale de l'AES aujourd'hui, l'État malien, typiquement l'État malien aujourd'hui, vous prenez en tout cas vous prenez des virages qui vous mettent mal à l'aise par rapport à la situation togolaise aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que vous essayez de comparer deux choses incomparables. L'administration malienne, hein. Je n'ai pas du tout. Non, mais parce que le débat était aujourd'hui, on cherchait X ou Y et trucs. Vous avez, si on repose le cadre du débat, et vous êtes parti du fait que, oui, ça peut arriver que la personne peut mettre le pied, rien ne justifie que c'est l'administration centrale qui se règle des comptes entre X ou Y. Personne n'a dit ça, mais on amène tous les éléments. Mais là, la défense, dont j'ai l'impression que les fanatiques de l'AES, tous les éléments que vous amenez, l'AES n'est pas forcément mauvais, mais tous les arguments que vous nous amenez, des fois, c'est des trucs à dormir debout. Ce n'est pas du fanatisme. Aujourd'hui, c'est des hypothèses que moi aussi je pose. Donc si c'est des hypothèses, ne comparez pas l'État togolais à l'État malien aujourd'hui. Junior, ok, merci. On va laisser la parole à Aïda. Aïda qui est montée, qui avait quelque chose à dire aussi. Aïda, toujours, la parole à Saint-Bavon. Oui, salut Ditri. Je te remercie de me donner la parole. Alors, vous avez compris, hein, on a tous compris que la situation est assez complexe, pas seulement au Mali, mais dans tout le Sahel. Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse un petit flashback avant de réellement comprendre la situation, ce qui se passe aujourd'hui. Il faut qu'on retourne un peu en arrière. Donc, en fait, il faut qu'on retourne dans les années 2010 et qu'on essaye d'analyser la genèse même de la situation actuelle. Ce qui se passe, c'est qu'après la mort du colonel Kadhafi, il y a eu pas mal de désordres dans la zone, tout au nord du Mali et vers la frontière avec l'Algérie et la Libye. Donc, au fait, la France, des intentions. Je n'ai même pas encore parlé. Tu as la réponse aux questions que je n'ai pas posées. Mais ça, vous l'avez entendu. Oui, mais je n'ai même pas entendu cette question. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Puisque j'ai parlé de ces médias, oui. Non, mais attendez. Ditri a dit que j'ai la parole. Je n'ai même pas encore formulé ma question. Vous avez déjà des réponses. Je vais rester pour vous écouter non plus. Allez-y, suivez la question, puisque vous parlez de moi. Oui, non, alors mute-toi. On a dit que j'ai la parole. Je n'ai même pas. C'est ça. Donc je continue. Donc je disais, quand les gens ont des questions ou bien se posent des questions sur des journalistes. Écoutez, si vous prêtez attention, hein, ne serait-ce que les dernières 10 années, tous les grands médias ont été achetés par qui? Par les mêmes milliardaires qui investissent. Qui encore? Qui? La question, Ferdinand, s'il te plaît. Non, qui tient des mines? Quel patron de médias tient des mines en Afrique? On veut savoir. Vous ne pouvez pas faire des affirmations sur un live dans lequel il y a des journalistes. On ne va pas vous poser des questions. Quel milliardaire tient des mines d'or en Afrique? Et qui tient des médias? Est-ce qu'il y a que l'or en Afrique? Est-ce qu'il y a que les... Bon, dans quelle mine? Dites-nous, dans quelle mine? Il y a qui? Quand on dit d'investissement, qui contrôle la distribution de la bière et ces choses en Afrique? C'est toujours des milliardaires. On veut comprendre. Monsieur opportuniste, moi je peux vous aider. Je donne le nom des responsables des médias et vous allez me dire dans quelle mine ils ont investi. Si ça peut vous aider. Bon, on y va. CMACG, BFM TV, il appartient à qui? À quelle mine en Afrique?
S'il te plaît, On peut citer la nom, il n'a rien en Afrique. Il n'a rien. Rodolphe Sadé n'a rien. Je ne peux pas raconter des histoires. Je ne comprends vraiment, je ne comprends pas. Opportunité. Parce que ce narratif-là, on le comprend depuis. C'est le narratif du complotisme. Vous savez, les médias dans le monde entier, chaque pays détermine ses médias par rapport à son influence. Personne n'a empêché les Africains d'avoir leurs médias. En Afrique, on tue les journalistes. Et ça, vous ne dénoncez pas ça. Au Sahel, là-bas, là, tous les journalistes qui sont indépendants, ils sont en prison. Vous ne dénoncez pas ça. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que... Le fait que tu fasses autant de diversion, je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de diversion. C'est une question de diversion. Parce que je commence une phrase. Non, attendez que je finisse. Votre narratif-là, on le connaît. Vous savez, toutes les puissances ont des médias qui jouent sur leur influence. La Turquie a ses médias aujourd'hui qui émettent, la Chine a ses médias qui émettent, les États-Unis ont leurs médias qui émettent, les Européens ont leurs médias qui émettent. Et il n'y a que les Africains qui ne veulent pas créer des médias puissants, ils veulent créer des propagandistes ou bien ils tuent des journalistes. Et c'est ça, ça ne préoccupe personne. Après, on se plaint qu'il n'y a que le narratif des autres qu'on écoute. Maintenant, tout le monde sait que les grands groupes médias, des médias, par exemple en France, sont détenus par des milliardaires. Des grands groupes, hein, mais encore qu'il y a des médias très indépendants. Maintenant, à part Bolloré, vous dites qu'il y a des milliardaires qui tiennent des mines en Afrique. Quel milliardaire tient des mines en Afrique, par exemple? Quel milliardaire tient des mines en Afrique? Ouvrez votre micro. Quel milliardaire tient des mines en Afrique? Moi, j'ai proposé de lui donner les noms pour qu'il nous réponde même. Mais bon, il a refusé. Opportunity, ouvrez votre micro. Parce que, tu vois, je parlais, mon micro était fermé. Oui. Quel milliard? On pose des questions précises. Quel milliardaire tient des mines en Afrique? Tu me poses une question. Hein? Juste pour maintenant, moi je parle de narratif des médias. Et tout ce que tu veux, c'est que je te donne la liste de gens. C'est toi qui as dit qu'il y a des milliardaires qui tiennent des mines en Afrique. C'est pas moi qui l'ai dit. Ferdinand, en tant que journaliste, est-ce que tu vois les pays n'utilisent pas les médias pour leurs propres intérêts? Mais qu'est-ce que je venais de dire? Est-ce que je venais de dire? Mais vous faites de l'amalgame. J'ai dit, il faut pas faire de la confusion entre l'influence que certains pays ont à travers leurs médias parce qu'ils ont la langue, ils ont la culture qu'ils veulent véhiculer avec les histoires de les milliardaires tiennent des mines en Afrique. C'est vous qui avez affirmé qu'il y a des milliardaires qui tiennent des médias qui ont des mines en Afrique. Je veux que tu as parlé de mines d'or. Moi, je parle d'intérêt. Tu l'as interprété en parlant de mines d'or. Vous avez parlé de mines. C'est des gens qui sont mines de mines. Vous avez parlé de mines. C'est moi qui ai ajouté l'or. Mais vous avez parlé de mines. C'est moi qui ai ajouté l'or. Vous avez parlé de mines, c'est moi qui ai ajouté l'or. Et je voudrais savoir quelle mine dans lesquelles... Je parle d'intérêt que ces gens-là ont. Ils ont les ports, ils sont dans la bière, ils sont dans les matières premières. En quoi est-ce que c'est un truc qui est... Faisons ceci. Je vais me muter, je vais sur mon ordinateur et je sors des informations. Écoute, je pense que c'est votre ordinateur. Parce que dans un débat, la propriété des grands médias français. Non, parce que Bolloré a des ports, d'accord. Mais ça, il tient CNews, il tient plusieurs médias. Le groupe Castel qui vend la bière, il tient quel média? Castel, monsieur Castel, c'est quel média? Le CMG de Rodolphe Sadé, il tient quel média? Il tient quelle mine? Parce que nous sommes en train de faire l'amalgame, je vais sur mon ordinateur, je vais sortir les informations. C'est que tu connais le sujet, c'est pas sur l'ordinateur que tu vas chercher. Non, mais pourquoi ça vous dérange maintenant? Non, monsieur, c'est moi qui ai parlé des médias et vous êtes arrivé sur cette histoire. Je vais vous donner les grands médias français, les propriétaires de ces grands médias, et on va vérifier si ces propriétaires-là ont des mines en Afrique. D'accord? Maintenant, monsieur Ferdinand dit Castel en Afrique pour la bière. Ça, personne ne le refuse. Est-ce que vous contestez? C'est Martin Bouygues. Martin Bouygues n'a pas de mine, donc il n'a pas de mine en Afrique. Elle a... Ok, moi je donne Castel comme le grand frère Ferdinand. Gattuso a parlé aussi de Bouygues. Maintenant qu'il nous donne les deux mines, on va avancer. Parce que ce monsieur est en train de jouer sur les choses. Il va prendre l'accord de Marcoussis et l'histoire de la Côte d'Ivoire pour amener. Ce parallèle ne tient pas parce qu'en aucun cas dans l'accord de Marcoussis, le pays de la Côte d'Ivoire n'a jamais été divisé dans cet accord.
Lui, il balance de gauche à droite. Jitri, je pense qu'on va refaire ce débat sur le Mali. Il y a d'autres choses sur le Togo qui nous intéressent. Le débat sur le Mali, on va revenir. Bon, on va souhaiter le meilleur pour nos frères maliens, pour que la paix revienne et que les armes cessent de crépiter, qu'elles soient sous la base des facteurs exogènes ou internes. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces pays-là retrouvent une certaine tranquillité dans leur souveraineté. Et parce que s'ils ne retrouvent pas une situation normale, nous aurons la pression, nous les pays qui sont à la côte. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire une enquête à Lomé, vous qui avez les oreilles au pays, vous allez voir qu'on est de plus en plus inondé par des vagues migratoires venant du Sahel. Et nos quartiers, nos sous-quartiers sont en train d'être totalement envahis aujourd'hui. Et ça va créer un déséquilibre social dans nos pays. À la longue, il risque d'avoir des problèmes entre les communautés au Togo. Donc, si la situation se règle rapidement dans ces pays-là, ceux qui fuient la guerre pour venir vers nous à la recherche d'une situation paisible vont pouvoir retourner dans leur pays. Donc, moi, c'est tout ce que moi je peux dire. Ça a été un débat intéressant. Chacun a développé ses arguments. Mais la seule chose sur laquelle on s'est entendu, c'est que la situation est complexe au Mali. Donc, on ne peut pas le regarder sous le prisme sous un seul prisme. Et puis, on est convenu aussi que la mort de ce ministre-là n'est pas claire. Ce n'est pas vraiment clair, la mort de ce ministre-là. Si les autorités actuelles maliennes pourront un jour nous donner les éléments de clarté de cette mort-là, on comprendrait quoi. Donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et puis bon, moi je vais plus intervenir sur ce sujet. Ça soulève beaucoup de questions. Débat intéressant. Merci beaucoup. Ok, Miao, à toi l'antenne. Ouais. Allez, on va évoluer. On revient au Togo. Et voilà, pour décortiquer un peu le discours de Fogna Sibé sur ce qu'il a dit à son 6e anniversaire. Hein, Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était vos encore Ferdinand et ses acolytes en plein débat, voilà, et qui ont parlé, vous avez écouté tout ce qu'ils ont eu à dire. Je n'ai plus rien à ajouter, merci d'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à donner vos avis dans les commentaires, s'il vous plaît, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce débat-là, intense, que vous venez de regarder? Dites-moi ce que vous en pensez. On se capte après. Ciao.